pourriez-vous nous faire donc un petit bilan des victoires et des échecs du camp souverainiste de cette année? Alors, premièrement, l'une des choses notables, c'est le maintien de l'ensemble des réseaux qui ont été ceux du mouvement anti-pass. Ça, c'est une assez bonne réussite de la part des équipes des Patriotes. Une autre victoire, c'est que c'est le camp souverainiste qui a levé l'affaire qui est montée jusqu'à l'Assemblée nationale, d'ailleurs par le groupe LFI, qui est l'indexation l'indexation des OAT sur l'inflation. Ça, c'est les équipes de Charles-Henri Gallois qui ont mis ça en place, qui ont levé ce lièvre-là. Donc, une autre réussite, ça a été la création puis le maintien de l'alliance électorale qui a permis l'élection de Nicolas Dupont-Aignan et l'accès au financement public de l'ensemble des structures. Bon, il y a eu deux échecs qui sont cumulatifs, qui sont le fait qu'on n'arrive pas à influencer ni Marine Le Pen ni Éric Zemmour. Bon, mais ça, si vous voulez, c'est des problèmes structurants. Voilà. Je ne vois pas d'échec lourd de notre part. On s'en sort pas si mal vu la conjoncture. D'accord. Vous avez parlé des OAT et OATI. Juste pour nos auditeurs, est-ce que vous pouvez peut-être rappeler ce que c'est et en quoi c'est quand même assez important pour l'avenir de... C'est assez simple. Ce sont parmi les produits financiers qui sont mis à l'adjudication tous les jours. Ils étaient à taux fixe et comme en plus on empruntait en taux négatif, rappelez-vous, eh bien, là pour le coup, on empruntait et on remboursait moins que le capital. C'est taux négatif. Là, là, on a décidé au lieu de les laisser sur la loi du marché de la dette, on a décidé directement de les indexer sur l'inflation. Quand vous avez des chiffres d'inflation qui sont de l'ordre de 6 à 8%, vous imaginez la catastrophe. Donc, en tout, c'est une perte de 40 milliards net pour le contribuable français. Et ça, c'est que le début. Alors, vous me direz, pourquoi faire ça? C'est très simple. C'était pour rassurer les banques et les assurances, qui ont des leviers vis-à-vis du pouvoir qui sont que vous imaginez. Et donc, voilà, c'est une escroquerie. C'est chez net, quoi. Donc le souci, c'est que ça, heureusement, les équipes de Charles-Henri Gallois l'ont levé. C'est une affaire extrêmement sérieuse. Parce que là, qui aurait dû faire l'objet dans un pays normal d'une enquête parlementaire, voire d'une enquête judiciaire sur pourquoi faire quelque chose d'aussi stupide. Alors que, objectivement, vous laissiez, si vous voulez, on aurait pu tout à fait laisser à des taux normaux ces produits de dette et ne pas leur faire suivre le chemin de l'inflation. Mais a priori, il en a été décidé autrement pour pouvoir avantager les banques et assurances françaises et leurs affidés au pouvoir. Donc si vous voulez, là c'est quand même une affaire très sérieuse et c'est grâce aux équipes de Charles-Henri Gallois qu'elle a été levée. Question de la part du chat. Quel est l'état de l'Assemblée nationale? Bah, l'état de l'Assemblée nationale, c'est assez problématique. Alors, il faut être très clair, il y a, bon, mis à part les sujets à dinguerie, quand il la joue femme à barbe ou migrant mon amour, une présence et une technicité des participations des équipes de la LFI. On présente à plus de 95% sur les votes. Donc pour l'instant, Emmanuel Macron s'en sort parce que peu de textes sont bloqués en fait. Donc si vous voulez, ça envoie un message assez catastrophique à une partie non négligeable de nos bases, qui est que avoir des députés finalement ne sert pas à grand chose. Je crains que ce soit interprété de cette manière-là.
Que peut-on déduire des ambitions du gouvernement à travers le projet de loi de finances, le PLF pour l'année 2023, et notamment également les autres déclarations d'Emmanuel Macron concernant le budget? C'est assez simple. Il veut être le bon élève de l'austérité européenne, tout simplement. Oui, c'est assez simple, dit. Quels sont les projets à court et à moyen terme pour nos camarades de l'Alliance DLF, les Patriotes et Génération Frexit? Alors, je pense que Florian prépare un retour du mouvement social de manière assez franche vis-à-vis des conditions de vie. Et je pense que vu par exemple les chiffres délirants que vient de publier EDF sur les augmentations à venir, je pense que là il va avoir vraiment du monde et il faut que nous soyons prêts dans la rue. Donc déjà, ça c'est la première chose qui va nous permettre d'embrayer sur la campagne des européennes, qui je pense devrait être l'objet de la négociation entre nous tous, si tu veux. J'espère qu'il en sera ainsi. Donc la grosse échéance pour vous, ça sera les prochaines européennes. En tout cas, si on parle d'échéance électorale, oui. Parce que j'espère que nous aurons des députés. Voilà. Justement, puisqu'on parle d'échéance électorale et de potentielle alliance, puisque les résultats électoraux des souverainistes demeurent faibles, pensez-vous que les mouvements souverainistes doivent s'allier non seulement entre eux, mais également à des partis déjà existants? Si oui, quels seraient les mouvements à privilégier et qu'est-ce qu'on pourrait exiger en garantie? Ça, on a déjà essayé. Donc, si vous voulez, l'expertise technique ne les intéresse pas, l'intégrité morale ne les intéresse pas, donc ça ne sert à rien. Il y a aucune volonté souveraine, ni alors il y en a peut-être un peu dans l'entourage de Mélenchon, il n'y en a pas dans l'entourage de Marine Le Pen. Point barre. Faut en prendre acte. Que pensez-vous, par exemple, du positionnement politique de certains députés LR aux aspirations parfois souverainistes telles que Olivier Marleix? Alors attention, Olivier Marleix, c'est quand même un ancien sarkozyste qui croit encore à Sarkozy. Donc moi je veux bien tout entendre. Il a fait un bon travail sur Alstom, ok, banco. J'attends de voir pour le reste. Parce que pour moi, ça reste l'homme d'un seul dossier, Marleix. Et d'ailleurs, je remarque que Monsieur Marleix, qui avait été baladé pendant l'élection de Madame Pécresse, ce qui est tout à fait normal vu que Madame Pécresse est aussi liée à l'affaire Alstom que l'Emmanuel Macron, et je ne me souviens pas de Monsieur Marleix pestant contre Jérôme Pécresse. Donc, est-ce qu'il l'a fait pour l'industrie française ou est-ce qu'il l'a fait parce que ça emmerdait Macron? Donc voilà, là, il a été choisi comme chef de groupe à l'Assemblée des LR uniquement pour donner un message vis-à-vis des restes de l'électorat LR, il n'y aura pas de collaboration avec Macron. Mais nous verrons ce qui sortira de l'informe élection du patron de LR. Puisque vous avez parlé des échéances électorales et du fait que ça ne sert à rien pour l'instant du moins de s'allier à des partis plus établis, est-ce que vous pensez surtout, ces partis ne veulent pas s'allier avec des nationaux, point barre. Donc il faut si vous voulez, voilà, je dis pas qu'il faudrait pas le faire si c'était possible, ce n'est pas possible. Parce que, voilà. Et que pensez-vous donc, disons, des alternatives, à savoir par exemple la désobéissance civile ou un moyen ou d'autres formes d'action? C'est pas impossible d'utiliser tous les types d'actions publiques. Pourquoi pas? Moi, je ne serais je ne serais pas contre du tout. Mais je pense que il faut d'ores et déjà plutôt planifier collectivement un certain nombre d'actions tous azimuts en termes de gamme, c'est-à-dire actions politiques, actions symboliques, actions économiques, etc.
Mais pour ça, il faudrait déjà faire un minimum de planification commune. Si vous voulez, la désobéissance civile, par exemple, le gros problème que ça a, c'est que souvent c'est très déclaratif. Par exemple, on va boycotter tel truc tel jour. Moralité zéro. Donc je pense qu'il faut des trucs un tout petit peu plus un tout petit peu plus mécanique, si vous voulez, plus organisé, plus planifié, plus mécanique. En parlant de planification et de projet, est-ce que vous pouvez notamment nous parler du coup de la rentrée politique du Cercle? Alors la rentrée politique du Cercle, bon, dès le 5 septembre, vous avez Laurent Ozon. 2 semaines plus tard, vous aurez Péronne. Entre les deux, vous aurez soit une conférence sur l'espace stratégique que représentent nos départements et territoires d'outre-mer, et vous en aurez une sur l'économie circulaire. Là, je suis en train de, ça va aller maintenant, ça va aller assez vite vu que je vais m'occuper, je pense, dès demain jusqu'à lundi, mardi, de la totalité de la totalité des mois de maintenant jusqu'à fin octobre, vu que le mois de septembre a sauté. D'ailleurs, n'hésitez pas à me faire savoir vite ce que vous voudriez comme conférencier, parce que je voudrais que ça aille très vite là, parce que je n'ai pas que ça à faire. Vous aurez en plus énormément de changements sur lesquels je reviendrai dans l'entretien de rentrée. Vous allez avoir le Twitch, vous allez avoir les organisations des cercles de province, vous allez avoir une grosse rentrée littéraire, vous allez avoir... ça va être une grosse année pour nous encore, hein. En parlant de la rentrée littéraire, est-ce que vous pouvez nous parler des ouvrages qui sont prévus, peut-être? Alors, c'est très simple, vous allez avoir les 3 premiers qui arrivent. Il y en a un qui s'appelle Abondance et pénurie, qui est sur la souveraineté énergétique. Vous avez un ouvrage qui arrive sur la Chine. Et vous avez le prochain ouvrage de Rémy Tel. Donc ça, c'est les 3 premiers qui vont arriver. Ensuite, vous allez avoir 2 ouvrages vous allez avoir une nouvelle édition de l'ouvrage de Pierre Le Vigan sur le grand empêchement. Vous allez avoir la nouvelle gamme des Dieguez, donc le penser l'imaginaire, la grande œuvre posthume de Manuel. Vous allez avoir, qui est en 7 volumes hein, cette fois-ci. Vous allez avoir également un ouvrage, vous allez avoir un ouvrage d'Hilaire Belloc, que je vous avais annoncé, une réédition largement augmentée de Castellani, donc le Léon Bloy argentin, qui était déjà publié chez Pierre-Guillaume Deroux, mais là vous allez avoir 16 textes en plus. Vous avez également en cours, alors un ouvrage qui va sortir très vite, je pense courant septembre, qui est du grand théoricien politique hollandais Kees van der Pijs sur le Covid comme moyen de contrôle des masses. Et voilà, grosso modo, vous allez avoir donc les 2 numéros de Perspective Libre qui vont porter sur l'identité, 2 numéros à la suite, hein, sur des angles un peu différents. Et vous allez avoir un ouvrage de théorie économique sur la pensée de la comptabilité, son importance dans l'économie actuelle. Voilà, vous avez du gros boulot, quoi. Très bien. Notamment dans les autres projets du CA, il y a un projet de formation. Est-ce que vous pouvez en parler également? Alors, si vous voulez, nous allons, c'est très simple, nous allons vous donner, enfin, nous allons faire des cours sur les différentes matières que des militants et des cadres politiques doivent maîtriser. Donc, nous sommes en train de voir la plaquette, le corps professoral et et les gammes. Donc, tenez-vous prêts pour ceux qui le veulent. Nous, on va essayer de former beaucoup de gens sur les questions de fond. C'est-à-dire on doit plus vous réinformer, on doit vous former ou vous reformer pour vous aider à affronter le combat politique qui va être le vôtre. Je
Je pense que le temps de la réinformation ne se termine pas, mais doit évoluer. On a besoin de cadres politiques formés techniquement. Le fait d'avoir accès à une information alternative n'est plus suffisant. Vous devez avoir un véritable savoir-faire et nous allons essayer de vous le donner. C'est presque une contre-société que vous voudriez mettre en place. Enfin, le temps de la dissidence. Premièrement, déjà, vous avez remarqué que vous n'avez jamais entendu dans ma bouche le terme de dissidence. Oui. Jamais. Premièrement, parce que déjà, moi, j'ai eu des potes qui étaient dissidents soviétiques. D'accord ? C'est pas. Objectivement, ils en ont pris dans la gueule plus que moi. Tu vois, parce que bon, on n'a jamais. On m'a menacé moi, on n'a pas menacé, mais enfin si, on a menacé une fois ma famille, une fois mes enfants, mais on l'a fait qu'une fois. Et c'est d'ailleurs un des chefs de la fameuse dissidence qui l'a fait. Donc mais ça arrivait qu'une fois. Tu vois, moi j'ai des copains en Union soviétique, bon, faut pas déconner. Deuxièmement, je ne veux pas que vous vous résigniez à la marginalité. Vous ne vous êtes pas assimilé à une société profondément malade. Ça ne fait pas de vous des marginaux. Ça fait vous des gens sains dans une société qui ne l'est plus. C'est pas la même chose. Moi, à titre personnel, pour moi, les marges ont une utilité. Je parle pas des marges au sens post Michel Foucault, si vous voulez. Je parle pas des marges, c'est-à-dire Tollard, Camé, Backroom. Ça, si vous voulez, je laisse ces tripes-là à ceux que ça fait triper. Je parle des vraies marges, les marges intellectuelles, les marges artistiques. Elles ont pour but d'être les variables de liberté d'une société. Mais la société, c'est fait pour reposer sur des gens solides. C'est sur des gens comme vous que ça doit reposer, la société. Si ça repose sur des gens qui sont qui objectivement ont des comportements j'emploie le terme au sens de notre ami et maître Dany Robert Dufour, au sens où il parle de cité perverse. Si ça retombe sur des hommes pervers, eh bien c'est plus une société, c'est une dissociété. Aujourd'hui, c'est une dissociété. Moi, je ne veux pas que vous restiez dans les marges de la dissociété, je veux que vous recréez une société. Enfin, plutôt, pour être plus exact, une communauté. Mais voilà, moi, je n'ai jamais eu le culte de la dissidence ni de la marginalité. Voilà. Je ne veux pas je veux qu'on s'organise les confins pour ensuite revenir dans la place qui est la nôtre de droit. Point. Je ne veux pas qu'on s'installe comme si vous voulez, comme des banlieusards éternels de notre propre pays. Ben, je crois que c'est très clair. Notamment en parlant de formation de ces hommes solides sur lesquels repose la société, Emmanuel Macron a fait plusieurs déclarations relatives à l'enseignement. Quels sont pour vous les chantiers prioritaires en matière d'éducation, justement ? Alors, les chantiers prioritaires, premièrement, il y a un chantier. Le problème déjà, c'est que chacun veut faire sa réforme, donc on multiplie les réformes qui ne veulent rien dire. Je pense qu'il faut faire une réforme de base qui va de la formation des enseignants jusqu'à l'enseignement supérieur, et la laisser vieillir et l'objecter aux marges pendant. Faut faire cette réforme-là, faut en faire qu'une seule et laisser le temps à l'administration de l'éducation nationale, qui, je le rappelle, est l'une des administrations les plus lourdes que nous ayons en France, de la digérer, sans pour autant la diluer. Donc, pour être assez clair, quel est le problème de l'EducNat ? L'EducNat, premièrement, c'est valorisation des enseignants, c'est détermination du rôle de l'école. Ça, je suis entièrement d'accord avec Robert Heidegger là-dessus, dans l'école fantôme. C'est que une école, c'est une idée de l'homme, de l'homme de l'avenir, si vous voulez. Une société qui n'a pas d'idée de l'homme a une école structurellement dysfonctionnelle. Je vous rappelle que aujourd'hui, ce sont les Asiatiques qui ont les meilleurs systèmes scolaires et que la plupart des systèmes occidentaux sont en crise.
à cause de ça, si vous voulez. Comment vous voulez former l'espoir de la nation si vous n'avez pas d'idée de ce que doit devenir la nation? Enfin, vous vous rendez compte quand même que euh, l'école c'est fait. Est-ce qu'on va former des hommes de courage? Est-ce qu'on va former des hommes de cœur? Est-ce qu'on va former des humanistes? Est-ce qu'on va les former donc avec des humanités, etc. Aujourd'hui, il faut à tout prix accompagner les enfants de 7 ans dans le fait dans le fait de thérapie de transition de genre. Bon, excusez-moi, quoi. Au secours. Donc, une fois que vous avez ça, que vous avez ce questionnement-là, vous devez avoir donc le questionnement de la place de l'enseignant. C'est-à-dire que une revalorisation à la fois pas uniquement des salaires, mais également des responsabilités. Ensuite, vous avez les problèmes de structure. Les problèmes de structure, c'est le maintien du collège unique, c'est les disproportions entre les villes et les campagnes en termes de qualité d'enseignement, c'est la disproportion sociale, c'est-à-dire l'effondrement de l'enseignement pour les classes moyennes, et le maintien de réseaux qui sont acceptables uniquement pour les hommes de l'école alsacienne. Voilà. Donc ensuite, vous avez le problème des méthodes. Là, le corps enseignant a commencé à se réformer lui-même, soyons honnêtes, avec l'abandon progressif, en tout cas dans une bonne partie des écoles. Moi, je vois les écoles de ma fille, pour de la méthode globale de lecture, pour revenir à la méthode syllabique. Le problème, ce n'est pas de détruire la méthode globale de lecture, c'est de détruire la méthode globale d'enseignement. Parce que je vous rappelle que c'est un seul et même mouvement pédagogiste qui a flingué l'apprentissage de la lecture par la méthode globale, mais qui a également flingué l'histoire avec comment je vais vous dire ça, la disparition de ce qu'on appelle l'histoire bataille, c'est-à-dire la disparition entre autres des dates, pour aller vers une sorte d'adaptation aux lycéens et aux collégiens de l'école des annales, contre laquelle le grand Brodel pestait lui-même. Parce que, bien sûr, il faut étudier les mouvements longs de l'histoire, mais il faut déjà connaître l'histoire par séquence, avant d'identifier les mouvements qui traversent les séquences. Une fois qu'on a réglé la question des enseignants, la question des structures, la question du rôle de l'école, pour terminer par la question des méthodes, bon, on a quand même, alors, alors évidemment, il faut aussi poser une question simple, c'est que il faut être très clair. L'immigration et d'autres phénomènes sociaux a beaucoup fait baisser le niveau. Faut être très honnête. Donc il faut voir, je vais vous donner un exemple. La plupart des profs aujourd'hui de Strasbourg qui vivent à l'extérieur de Strasbourg, ramènent leurs enfants en cours à Strasbourg, parce que dans les petites villes collées à Strasbourg, vous avez énormément d'enfants turcs, qui d'ailleurs ne posent pas beaucoup de problèmes de discipline. La seule chose, c'est qu'ils ne sont pas socialisés en français. Donc, résultat, ils deviennent très problématiques et ils se mettent d'eux-mêmes en marge des classes. Et ça pose un vrai souci. Justement, quel cursus conseilleriez-vous à des jeunes qui chercheraient à être utiles au pays? Ou à l'inverse, qu'est-ce que vous déconseillerez à tout prix? Alors, si vous voulez, je pense qu'il faut, vous devez viser le plus haut que vous pouvez. Moi, je veux que vous preniez un pouvoir dans la société à une condition, c'est que que vous vous connaissiez suffisamment pour que ça ne vous pourrisse pas. Mais ça, c'est une question entre vous et vous-même. Mais par contre, n'oubliez pas l'appareil d'État, n'oubliez pas la douane, n'oubliez pas la douane, n'oubliez pas l'armée, n'oubliez pas même l'éducation nationale, qui est un point qu'il faut reprendre. Je suis désolé, moi je suis très content que, moi par exemple, une partie de bébés cercle, ont eu leur CAPES cette année, j'en suis très content. Voilà. Donc
Par contre, je vous conseille, avant il y avait des formations pour les nations, je pense à l'IE ou à la géopolitique. Bah finalement, faites-en, mais il faut être très clair, ça n'a pas marché. Quand je vois ce qui est devenu l'intelligence économique aujourd'hui, quand je vois ce qui est devenu la géopolitique aujourd'hui, ça n'a pas marché. Voilà. Et, et justement, quand vous parlez d'essayer de monter le plus haut possible, quelle est la stratégie à avoir vis-à-vis, par exemple, des grandes écoles? Est-ce qu'il faut, entre guillemets, les infiltrer et essayer de les reprendre en étant élève, en essayant de les infiltrer, ou est-ce qu'il faut au contraire se détacher de ça? Alors, essayez toujours. Essayez toujours. La question, c'est n'oubliez jamais qu'une fois que vous avez un poste statutaire un peu lourd, le but, c'est de l'utiliser pour le bien de la cause. Le problème, c'est que vous devez prendre des mesures de sécurité pour pouvoir vous garantir le fait que vous puissiez être dans ces écoles sans être éliminé politiquement. Mais le souci, c'est sans que ça vous rende lâche pour autant. Parce que moi, le nombre de mecs que j'ai vu dire, vous allez voir quand je serai agrégé des universités, vous allez voir ce que vous allez voir, et qui sont devenus des serviteurs du système toute honte bue, alors qu'ils ne risquent rien. Je vous rappelle que le grade universitaire, c'est l'équivalent d'un grade militaire. Il ne peut vous être arraché. Donc, moi, si vous voulez, sachez faire l'équilibre chacun entre ce que vous pouvez et, euh, et que ce que vous pouvez faire une fois arrivé pour la cause, sans que ça vous donne, sans que ça fasse de vous des lâches, quoi. Alors justement, on a quelques questions qui remontent du chat. Euh, Doit-on aller vers plus de formation technique et de gestion dans le camp national plutôt que les littéraires adeptes des discours tragiques, ou du moins, par exemple, je suppose, adeptes des sciences sociales un peu molles? Les sciences sociales un peu molles, bah, elles nous ont mine de rien donné parmi les meilleurs de ce que nous avons. Donc je veux bien qu'on les prenne de haut, hein. Moi, je veux bien qu'on les prenne de haut. Je pense que ceux qui les prennent de haut, c'est parce qu'ils en ont jamais fait. Moi, à titre personnel, moi, je n'ai absolument rien contre les ingés. Je n'ai absolument rien contre tout ça. Je remarque que souvent dans les équipes, ce sont les moins ouverts au travail collectif. Ce sont souvent ceux qui la ramènent le plus, et ce sont souvent ceux qui ont les convictions les moins fortes et les moins étayées. Justement parce qu'ils ont du mépris pour le savoir non mathématique et pour les gens qui portent le savoir non mathématique. C'est que moi j'ai tendance à croire que il faut être ambidextre intellectuellement. Mais je remarque que autant les littéraires comprennent ça, autant les profils scientifiques et matheux ont beaucoup de mal. Beaucoup de mal. Est-ce que l'apparition, en changeant un peu en déviant un peu de sujet, est-ce que l'apparition disons, d'influenceurs qui gravitent autour du camp national aurait également tendance, en fait, comme les influenceurs du camp d'en face, auraient tendance à éloigner les jeunes de ce genre de parcours, disons, académique d'excellence? C'est-à-dire, est-ce que le fait que finalement il y ait une contre-culture de droite qui commence à arriver sur les réseaux, ça développera les mêmes effets pour la jeunesse de gauche, c'est-à-dire qui a eu déjà sa contre-culture à elle, c'est-à-dire culture du divertissement. Alors, ça, premièrement, c'est l'effet du média en lui-même. Ça, c'est possible. Moi, si tu veux, j'étais très impressionné par les énarques jusqu'au jour où j'en ai commandé. Je pense qu'en effet, il faut conquérir des diplômes uniquement par rapport à la place sociale qu'ils donnent vis-à-vis de la cause. Mais je pense, par contre, que la culture française en fait beaucoup trop autour du diplôme. Hein. Alors après, on peut me dire que moi, je suis peut-être mécontent de mes diplômes. C'est possible aussi. Mais j'appartiens aux 5% de population les plus diplômés. Mais je pense que ce n'est pas pas du tout à ça qu'on doit juger les hommes. Ça fait partie de votre travail militant de prendre un pouvoir dans la société,
Mais de vous obnubiler sur les questions de diplôme, je pense que ce n'est pas nécessaire. Et à la longue, c'est contre-productif. Parce que le problème, c'est qu'en plus, les diplômes, je vais vous donner l'exemple, les diplômes aujourd'hui sont particulièrement ceux-là, sont surpolitisés. Vous voyez Sciences Po il y a 15 ans, vous voyez Sciences Po maintenant, faut vouloir vivre faut vouloir vivre dans le monde de Sandrine Rousseau, quoi. Bon. Après, c'est pas grave, hein, déconstruisez-vous, faites-vous une culture. Est-ce que vous pensez que, à la rentrée, vu les déclarations du gouvernement et la promesse de la fin de l'abondance, est-ce qu'il va y avoir un mouvement social qui va se déclarer? Et si oui, quelle serait la force politique capable de le récupérer? Ça, si vous voulez, beaucoup trop tôt pour dire qu'il va le récupérer, il faut déjà qu'il existe. Je crois que de toute façon, ils ne vont pas pouvoir maintenir ce mouvement totalement sous le boisseau. Parce que là, on va toucher quand même à l'os, quoi. Vous allez avoir l'électricité, vous imaginez s'il y a un hiver même pas un hiver un peu raide, mais s'il y a juste un hiver normal dans certaines de nos provinces. Non, là pour le coup, je pense qu'il y a un mouvement social possible, oui. Ensuite, je vois déjà nos camarades des Patriotes qui se prépositionnent et je salue l'intelligence politique de Florian. Parce que il faut qu'on y soit avant, entre autres, avant les gauchistes, quoi. Parce que vous le savez comme moi, ils vont envoyer les gauchistes pour pourrir ces mouvements-là d'entrée de jeu. Comme ils l'ont fait pour les Gilets jaunes, notamment sur les images qui ont été un petit peu frappantes de cette rentrée. On a eu également cette très grande image du karting dans les prisons. Qu'est-ce qui ne va pas avec la justice aujourd'hui? Ce qui ne va pas avec la justice, premièrement, vous êtes en face d'un corps qui est très problématique dans l'histoire de France. Vous êtes en face d'un corps qui est très fier d'avoir fait tomber la monarchie et qui, je pense, sera très content de faire tomber la République. C'est un corps qui est empêtré dans sa volonté de normer le politique et de ne pas être responsable vis-à-vis du peuple, parce qu'à la rigueur, il voudrait être faut pas oublier que dans la séparation des pouvoirs qu'on applique, qu'on attribue faussement à Montesquieu, ça c'est un point d'histoire des idées un peu technique, il n'y a pas de pouvoir judiciaire. Il y a une autorité judiciaire dépendant du pouvoir exécutif. Or, le problème, c'est que quand, en démocratie, les pouvoirs sont responsables devant qui? Devant le souverain suprême qui est le peuple. Or, ce que veulent les magistrats français, c'est nous normons le peuple et nous normons le politique. C'est la logique de l'état de droit. L'état de droit, c'est un corpus de règles juridiques qui est au-dessus du souverain suprême. Bon. C'est une logique qui est née en Allemagne après la guerre imposée par les Américains pour éviter le retour du nazisme. Je vous rappelle que l'Allemagne a pu faire des exactions à l'extérieur de l'Allemagne et en son sein tant que l'état de droit en question ne l'arrête. Donc c'est une foirade complète. La seule chose, c'est que ça donne le pouvoir à la caste des juristes et malheureusement, ceux-ci ont régressé intellectuellement depuis l'époque de l'État légal, parce que tous les États ont été des États légaux, et que nous n'avons pas attendu, pour protéger la personne humaine, nous n'avons pas attendu ces gens-là. Or, eux, ils veulent dans ce rêve de cette utopie juridique quasiment totalitaire. Vous avez un très bon livre d'un avocat que d'ailleurs nous allons peut-être faire une conférence avec lui ou une émission avec lui, Ghislain je crois que c'est Ben Saddam ou Ben Salah, je me rappelle plus. C'est aux éditions du Toucan l'Artilleur. Il a fait un très très bon travail sur justement ce problème qui est vraiment un problème de pourrissement de la magistrature française et qui dure quand même depuis 2 siècles. Bon. Ensuite, vous avez une surinfection de la plaie, parce que les grands courageux de la magistrature française, je vous rappelle que c'est l'un des corps qui collabore le plus avec Vichy. Hein. Il n'y a qu'un seul magistrat qui refuse de prêter serment au maréchal. Un seul.
un seul. D'accord ? Bon. Donc, vous avez les mêmes gens qui ont jugé et les résistants et les collabos à 2 mois d'écart. Bon. Vous allez avoir une évolution de la doctrine pénale entre la doctrine qui était la doctrine dite utilitariste à la fin du 19e siècle. Pour ceux qui veulent voir ce que c'est, vous lisez l'un des grands symboles de la criminologie de l'époque, qui est Beccaria, les délits et les peines. Donc, c'est-à-dire que c'est très simple. L'homme criminel doit être mis en dehors de la société parce qu'il est dangereux. Et le premier but est de protéger la société, exactement comme on mettrait un chien dangereux en fourrière. Bon, la doctrine qui va monter à partir des années 60 et qui vient de la bourgeoisie de la magistrature de gauche, c'est les fameux juges rouges, rouges, qu'on aurait dû dire d'ailleurs juges roses, hein, rose bonbon, parce qu'ils avaient rien de très rouge. Hein. Je vous rappelle que le Parti communiste n'avait aucune affection pour le lumpenprolétariat. Il avait d'ailleurs, tout ce qui était marxisant, je pense même aux trotskistes, lambertistes et autres, n'avait aucune affection pour la racaille. Donc, la logique de la défense sociale qui vient dans les années 60, c'est de dire que tout crime, fût-il horrible, n'est que le ricochet d'une injustice passée. Donc, de toutes les manières, quoi qu'il se passe, l'individu est irresponsable. Donc, c'est la société qui est responsable des crimes, et donc, elle doit expier. C'est normal, elle est responsable, donc il faut qu'elle expie, on est d'accord. Bon. Donc, et malheureusement, une part non négligeable du camp des magistrats est toujours dans cette optique-là. Donc, on va être très clair, vous avez une collaboration de plus en plus active d'une part des magistrats avec leurs petits protégés. Eh bien, une fois que vous avez ça, eh bien, vous pouvez faire payer aux frais du contribuable, parce que je maintiens que ce sont que c'est payé par le contribuable, peu importe que les associations aient donné du boulot ou du pognon pour que cette partie de cartes ait lieu. Les gardiens, ça s'est passé dans des locaux publics, c'est l'État qui paye, c'est du personnel public qui encadre le truc. Donc, de toute façon, c'est le contribuable qui a payé. OK ? Dans ces braves petits joueurs qui étaient aux cartes, vous avez un assassin, au moins un assassin, au moins un violeur. Nous devons déjà protéger notre population et mettre ces gens de côté. Nous devons discriminer parmi eux ceux qui peuvent être sauvés et ceux qui ne peuvent pas l'être. Et une bonne partie ne peut pas l'être. Et ceux qui ne peuvent pas l'être, eh bien, il faut une détention à régime sévère. Là, pour l'instant, la prison hôtel française a entre 40 et 60% de récidive. Croyez-moi, il faut leur en passer l'envie. Et pour ça, je pense que de toute façon, nous devrons passer par une réforme du corps des magistrats qui sera quasiment une refonte totale du corps, sinon une dissolution du corps. Je renvoie nos amis à mes précédentes déclarations et analyses là-dessus, parce que je ne vais pas vous refaire quelque chose que je vous ai déjà fait, mes camarades. Très bien, on va repasser sur les questions des auditeurs. Dans quel mouvement souverainiste étranger portez-vous le plus d'espoir ? Ça dépend du pays. Moi, j'ai de bons rapports avec une partie des républicains américains de tendance trumpiste. Ou alors, prenons peut-être le cas européen. J'ai confiance dans les legs de Boris Johnson en Grande-Bretagne. J'ai confiance en Allemagne, personne. En Italie, peu de monde. En Espagne, peu de monde. Mais j'ai confiance dans les pays en développement d'un point de vue général. Enfin, vraiment, ça dépend d'où, ça dépend de qui. Et parlons-en justement de l'évolution dans les prochains mois du Parti conservateur britannique et du Royaume-Uni en général. Si vous voulez, le problème, c'est que de toute évidence, Liz Truss
va l'emporter sur Rishi Sunak. Le problème, c'est que les Truss, bon, ne remettra pas en cause le Brexit. Donc de toute façon, le Brexit est tellement rentable pour la Grande-Bretagne que je vois pas le problème. Le souci, c'est que on va retourner à un thatchérisme que je pense idiot. Parce que c'est pas ce dont la Grande-Bretagne a besoin, du moins je ne pense pas. Et surtout, je ne vois pas pourquoi ces gens ont voulu veulent ressusciter Maggie alors qu'elle est morte et enterrée, alors que c'est eux qui l'ont virée. Bon, ça fait partie des bizarreries personnelles du Parti conservateur britannique, qui est un parti bizarre. Donc je vous dis, j'ai confiance dans les legs à long terme de Boris Johnson. Rishi Sunak n'a peut-être pas joué la carte de la fidélité, il aurait dû. C'est pas un si mauvais bougre, là je diffère en analyse de mon camarade Jean-Michel Salmon. Euh, je, des gens comploteront contre le Brexit, oui, mais je ne suis pas certain qu'ils arrivent à leur fin, surtout à la vitesse où l'Union européenne se défait, quoi. Mais je vais analyser ça lors de l'entretien de rentrée en détail. Je pense il y a une bêtise profonde d'une partie de l'élite britannique à qui Boris Johnson avait donné une porte de sortie, mais qui veulent rester dans le bon vieux temps, du bon vieux monde d'avant. Mais ça n'aura qu'un temps, tout ça. En parlant de défaite de l'Union européenne et tout en restant sur les questions internationales, doit-on s'inquiéter d'une intervention française dans le conflit russo-ukrainien en faveur de l'Ukraine, ou est-ce que finalement les déclarations de Macron ne sont que des déclarations de communication, notamment avant d'annoncer de futures restrictions de liberté, par exemple? Avant tout, c'est plutôt ça. Vous savez, l'homme le plus important de ma vie, donc l'auteur de mes jours, mon petit papa, m'a toujours mis en garde dans sa spécialité de médecin sur les paroles des toxicomanes et des alcooliques. Si vous voulez, elles ne sont faire l'exégèse de propos d'hommes qui ne s'appartiennent plus est une chose complexe. Donc, je crains que, avant tout, Emmanuel Macron ait voulu à la fois entendre le son de sa propre voix, qui est quand même la principale relation érotique qu'il y a avec qui que ce soit, et deuxièmement, d'impliquer qu'il allait serrer la ceinture des petits pour servir les gros. Peut-être d'ailleurs serra-t-il comme indemnité d'occupation l'énergie des entreprises françaises pour la livrer aux entreprises allemandes. Il en est tout à fait capable. Mais ça n'ira pas plus loin parce que l'armée française, qu'il a contribué à clochardiser, ne tiendra pas un combat de haute intensité face à la Russie. Et d'ailleurs, une large partie de nos militaires n'y participeront pas de toute façon. En parlant de l'Ukraine notamment, comment envisagez-vous la situation à venir pour lutter contre les pénuries d'énergie que le conflit va nécessairement engendrer? Si vous voulez, il n'y aurait aucune pénurie d'énergie si la moitié de notre parc nucléaire était en état de marche. Merci les écolos au passage. Si on n'avait pas détruit la notion de stock stratégique sur laquelle reposait l'ergolienne, nous regarderions ça de loin. Mais non, hein, nous sommes dans la pensée magique des années 80, tout s'achètera et se vendra toujours. Et pour lutter contre ces pénuries à venir, notamment, on a l'initiative du capitaine Alexandre Juving-Brunet qui appelle à réorganiser les comités de salut du peuple afin d'organiser la résilience alimentaire, économique, financière et sociale, et notamment avec en mesure phare la création d'une monnaie nationale, le franc libre. Est-ce que vous pensez que ça peut être, disons, une alternative? Non. En tout cas, à titre, moi, j'ai rien contre. Je pense que ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas pour une raison. Si vous voulez, c'est exactement le même problème que Schward. Moi, j'aime beaucoup Étienne Schward, vous le savez. Mais Étienne Schward dit on va faire notre constitution dans un coin et elle va s'imposer. Vous pouvez faire vos constitutions ou vos monnaies dans un coin tant qu'elles ne prennent pas le pouvoir, pas de problème. Si vous voulez, ce type de promesse n'engage comme les autres que ceux qui les croient.
Malheureusement, vous comprenez le problème. Ce n'est pas parce que, vous savez, la monnaie, comme d'ailleurs la Constitution, c'est avant tout une affaire de confiance. Ce n'est pas parce que vous accordez votre confiance à un système que ce système va triompher. On est d'accord. Parce que, justement, il n'y a pas l'État derrière. Ce qu'il faut, c'est conquérir l'État. Alors pour en finir justement avec cette parenthèse internationale, je rappelle également aux auditeurs que le prochain numéro de la revue, enfin l'un des prochains numéros à apparaître normalement en décembre, sera consacré aux questions énergétiques. Pour conclure sur ces questions internationales, est-ce qu'on a des nouvelles de l'évolution du conflit ukrainien? Là, là, j'ai lu un bilan militaire détaillé ce matin. On serait sur le coup de 137 000 morts. Totalité, hein, ukrainien. Donc, on est à 70 000 pertes côté ukrainien, 40 000 pertes côté russe, un peu plus de chaque côté, hein, donc. Et un peu plus de 40 000 dans un cas, un peu plus de 70 000 pour les Ukrainiens, et environ 13 à 14 000, entre 14 000 et 15 000 morts dans les pères de famille du Donbass et enfin, tout ce qui est République populaire de Donetsk, etc. Donc, si vous voulez, c'est une guerre qui est là, je dois confesser devant vous que j'ai fait une demi-erreur et je m'en excuse auprès de vous. J'aurais cru que les Russes, je vous l'ai dit, attaqueraient par temps sec, mais ils ont voulu. Mais a priori, la dernière défense solide de l'armée ukrainienne, c'est avant tout, et ça j'avais mésestimé que les Américains avaient eu de tels moyens en termes de surveillance satellitaire là-dessus. Et en réalité, les Russes ne font pas de percée décisive à cause de ça. Donc, résultat, ce que je pense aujourd'hui, enfin, ce que je pense et mes équipes avec moi, c'est que les Russes vont, d'ici 3 semaines, vous allez avoir, vous savez, dans cette région, vous avez le général Hiver. Mais on vous parle souvent du général Hiver, mais on vous parle pas des deux colonels, qui sont le colonel Pluie et le colonel Brouillard. Les deux arrivent dans 3 semaines en Ukraine à peu près, 3 semaines, un mois, et un brouillard tellement dense qu'il pourrait rendre une partie du matériel de surveillance américain inopérant. Donc, en plus, les Ukrainiens parient sur le fait que les grandes pluies lessivent le matériel occidental livré. Je pense qu'ils n'ont pas tort. Je ne pensais pas que les Russes puissent avoir l'idée d'attaquer quand le sol sera détrempé, ce qui fait de véritables, enfin, ça fait vraiment un sol véritablement mouvant. C'est de la vraie boue, quoi, dans cette zone-là, avant l'arrivée des grands froids. Mais il est possible que les Russes maintiennent la guerre jusqu'en automne ou laissent l'armée ukrainienne crever dans d'abord la boue puis le froid avant de les finir au printemps. Si bien sûr il n'y a pas de négociation déterminante entre-temps, et je pense à un moment qu'une partie de ce qui reste du pouvoir ukrainien, avec ou sans M. Zelensky, sera peut-être touché par une forme de réalisme. C'est-à-dire que non, l'armée ukrainienne ne résiste pas, elle ne sait toujours pas manœuvrer. La seule chose, c'est que ses alliés occidentaux commencent à la lâcher. Je vous rappelle que commence à être publié à la chaîne aux États-Unis des portraits de M. Zelensky qui, pour ressemblance soit-il, sont assez détestables. Oui, vu le nombre de morts annoncés, on voit bien que c'est une catastrophe et surtout on se rend compte que, disons, on a certainement une vision un petit peu déformée de la guerre avec aujourd'hui, on parle beaucoup des nouvelles technologies, du fait que toujours l'armée la plus avancée technologiquement qui remporte un conflit, mais finalement on se rend compte qu'encore aujourd'hui la guerre, finalement c'est des chars, des hommes qui se battent et qui dépendent beaucoup du climat. Donc la guerre, c'est une affaire d'hommes. Surtout après ce qui s'est passé, l'assassinat de Daria Dugin, etc.
je vais vous dire, parfois il y a des guerres qui vous rendent fiers de certains peuples. Moi, par exemple, depuis que je suis enfant, je suis passionné par la guerre du Vietnam, et je dois dire que je porte une grande admiration au général Giap et au Viet Minh, et au Viet Minh devenu ensuite Viet Cong. Euh, je leur porte une très grande admiration. Ça, si vous voulez, c'est des guerres où vous avez encore des hommes qui font la guerre. Là, la guerre d'Ukraine, c'est vraiment une guerre qui pue de la gueule. Vraiment. Vraiment. C'est glauque, c'est gris, c'est sale, c'est un peu comme il y a d'autres conflits comme ça dans l'histoire qui sont vraiment comme dirait un homme auquel je tiens beaucoup, qui est un des génies de l'histoire militaire française, qui est Laurent Henninger. C'est de lui cette expression des guerres qui puent des pieds, qui puent de la gueule. C'est une expression rigolote, mais vous voyez ce que je veux dire, si vous voulez, il y a pas de beauté, il y a pas d'héroïsme, il y a pas d'honneur dans ce type c'est vraiment des guerres dégueulasses. Nous allons payer pendant des années, euh, et je le dis sincèrement, là, pour le coup, les Américains ont eu ce qu'ils voulaient, la Chine a eu la Chine et l'Inde ont beaucoup profité du conflit. Voilà, maintenant, le mal est fait, il est temps de tout arrêter. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.